Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que cette matinée a vraiment très bien démarré avec des sujets passionnants. Moi j'ai un rôle un peu particulier parce que je vais donc remplacer le professeur Trèves. Et j'ai l'honneur de remplacer le professeur Trèves sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Donc je vous demande d'être indulgent et j'espère que je ne traduirai pas trop de manière incorrecte et incomplète sa pensée. Alors la douleur, on l'a vu ce matin, la douleur, ça peut se manifester de différentes manières, soit parfois par des cris, parfois par des gémissements, parfois par le silence, parfois par encore une douleur. Et on en parlait tout à l'heure, c'est que dans certains cas, comme les gens n'acceptent pas d'entendre des cris, ils tapent les personnes et donc ça recrée des douleurs. Et parfois une victoire. Et enfin, parfois, il y a un apaisement au moment de ces situations de souffrance. Alors, traiter la douleur, suivant les pays, ceci est différent. Au début, on sourit. Après, on est un peu triste quand même. Voilà, la prise en charge de la douleur. Alors peut-être qu'il y a une dimension anthropologique, ethnologique, mais peut-être insuffisante. Alors la douleur, on a tous plus ou moins connu la douleur. Et aujourd'hui, on est dans une atmosphère féminine. C'est les droits des femmes et santé des femmes. Mais donc les femmes ont souvent, au cours de leur vie, des épisodes douloureux que nous n'avons pas. Et dans le monde, il y a la douleur et l'excision, la douleur et les traumatismes. Il y a des milliers de causes de traumatisme. Il y a douleur et infection, et ischémie, et accouchement, et inflammation, et neuropathie. Donc il y a beaucoup de causes de douleur. Évidemment, en fonction des causes de la douleur, la prise en charge sera différente. Un sujet proche, évidemment, qui sont les soins palliatifs. Et lorsqu'on s'intéresse à la douleur, lorsqu'on veut traiter la douleur régulièrement, parallèlement, et très rapidement, on s'intéressera aux soins palliatifs. Et on voit que dans 83% des cas, la population mondiale n'a pas accès au soulagement de la douleur dans le cadre des soins palliatifs. Donc c'est un axe extrêmement important à prendre en considération. Chaque jour, 3,5 millions de personnes souffrent d'une douleur cancéreuse. Chaque jour, 3 500 000 personnes souffrent d'une douleur cancéreuse. C'est-à-dire que probablement ce n'est pas 3 millions, c'est 10 millions. Ces chiffres qui sont tellement importants. Et ça, c'est uniquement pour la douleur cancéreuse. Et après, il y a toutes les autres causes qui ne sont pas mentionnées ici et que vous imaginez, que vous connaissez. L'impact de la douleur, on l'a vu, et je baillerai extrêmement brièvement ceci parce que vous le connaissez très bien. Toutes les conséquences physiques, psychologiques et sociales de la douleur. Et la douleur peut même tuer. Elles avaient voulu se suicider pour faire cesser la douleur.
elles avaient prié pour être emportées ou avaient dit au docteur et à des parents qu'elles voulaient mourir parce qu'il n'y avait pas de prise en charge de la douleur. Et on sait que parfois on est confronté, on a entendu des patients qui souffraient tellement qu'elles voulaient mourir, qu'elles priaient pour mourir. Et évidemment, ceci est inacceptable. Et ce d'autant que quand on lit cette phrase de l'OMS, la plupart, voire toutes, les douleurs dues au cancer pourraient être soulagées si nous appliquions les connaissances et traitements médicaux existants. Donc il y a une différence entre la diapositive précédente et celle-ci. Tout à l'heure, le professeur Sadek Beloussif nous a parlé du traitement de la douleur, un droit humain, un nouveau droit humain. Et bien, en 1948, dans la Déclaration des droits de l'homme, était mentionné dans la résolution 217A, ainsi de suite, la lutte contre la douleur et notamment le droit aux soins de support, soins palliatifs, concerne tous les êtres humains de façon universelle. 1948. Il y a 70 ans, l'aliénation liée aux conséquences de la douleur prive chaque individu du droit inaliénable de circuler librement, de la liberté de pensée, de conscience, d'opinion et d'expression. Donc ça faisait partie déjà des droits humains. Alors quelle est la prise en charge dans le monde? Elle n'est pas bonne, c'est pour cette raison qu'on est réunis aujourd'hui. Concernant simplement les cancers, il y a 25 millions de cancers par an. Il y a 20 millions de grossesses, entre parenthèses, par an aussi. 7 millions de morts, 60 à 80% des cancers ont des douleurs terribles à un stade avancé. Et 80% de la population mondiale a un accès impossible ou insuffisant à la prise en charge des douleurs, qu'elles soient modérées ou sévères. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, si on voit les pays qui utilisent la morphine, eh bien, 6% de la consommation mondiale de morphine est utilisée dans les pays émergents, et ces pays émergents représentent 80% de la population mondiale. Donc ça signifie que si on parle simplement de la morphine, on ne parle pas des autres traitements, eh bien, c'est totalement sous-utilisé dans les pays qui en ont besoin. Alors, comment accéder au traitement contre les douleurs dans les pays émergents? Parce que c'est un droit pour tous, et c'est un devoir de nous, professionnels de santé. Alors, on peut distinguer de manière un peu schématique deux types d'actions, à chaque fois qu'il y a un problème de cette nature, soit des actions de lobbying auprès des États pour changer les lois. Il faut, par exemple, au moins élaborer un plan d'action concret pour la mise en place des services de traitement de la douleur et de soins palliatifs, donc un plan général, politique. Et enfin, élaborer la disponibilité et les besoins des services de gestion de la douleur et des soins palliatifs, donc donner un accès au traitement de la douleur, faire un plan d'action pour l'organisation, les centres antidouleurs par exemple, et puis aussi un accès au traitement, bien sûr. Et ceci contribue à un certain nombre de déclarations dans les pays. Lueur d'espoir pour les personnes atteintes du cancer au Bénin. Le 3e congrès africain de prise en charge de la douleur en cancérologie s'est penché sur la nécessité d'intégrer les soins palliatifs dans les systèmes sanitaires des pays africains. Ces journées sont l'occasion de partager nos connaissances, partager l'évolution scientifique, contribuer à l'arrivée de ce beau médicament qu'est la morphine et qui soulage tant de monde et qui est en train de faire son entrée au Bénin. Et ces 2 jours ont permis des échanges constructifs pour mieux soigner les gens et les accompagner. Les chiffres sont sans embâche. Les personnes souffrant du cancer meurent dans des conditions déplorables. Les recommandations de ces assises de Cotonou visent à réduire sensiblement le calvaire des malades. Le premier axe, c'est que nos autorités déclarent le cancer comme étant un problème de santé publique. La deuxième recommandation est que l'utilisation et la mise à disposition du sirop de la morphine se fassent de façon plus adéquate, avec une certaine célérité. Et nous sollicitons l'écoute, l'oreille attentive de nos autorités pour qu'enfin
le problème du cancer et la nécessité d'intégration des soins palliatifs dans la pyramide sanitaire de notre pays en fonction des plateaux techniques soit une réalité. C'était une déclaration d'avril 2017, donc de professeurs de médecine auprès des pouvoirs publics en avril 2017. Ça signifie qu'au Bénin, qui est un pays qui est en avance parmi les pays africains dans la qualité des soins, eh bien, pas grand-chose n'a été fait jusque-là. Le deuxième point, c'est des actions humanitaires auprès des populations et des professionnels de santé. Donc le professeur Richard Trèfle, que je remplace, est membre de l'association Douleurs sans frontières, qui est une ONG française, donc, qui a été créée il y a une vingtaine d'années, et qui comporte un certain nombre d'expatriés, de salariés. Et les spécialités sont soit des médecins, soit des psychologues, éducateurs, psychomotriciens, aides-soignants, infirmiers, pédopsychiatres, en fait, toutes les personnalités qui composent habituellement un centre antidouleur. Alors, leur mode d'action est les suivants. Soit ils ont des actions directes, santé primaire, avec un suivi particulier pour les enfants. Soit ils ont des actions dites de développement, donc ils font une formation de formateurs. Soit ils ont une action plus vers la population, éducation et prévention. Une action d'audit aussi également. Et puis, ils essaient de construire des centres de douleurs sans frontières, de centres antidouleurs en quelque sorte. Alors, comment faire? C'est évidemment très difficile d'agir dans des pays dans lesquels déjà la santé est en difficulté. Soit en créant des centres antidouleurs, est-ce que c'est vraiment possible? Quels traitements médicamenteux ou non médicamenteux sont disponibles, en sachant qu'il y a beaucoup de faux médicaments? Et puis, comment améliorer la disponibilité thérapeutique? Alors, les principes de Douleurs sans frontières sont, d'abord, l'objectif, c'est de connaître les disponibilités en médicaments sur place, connaître aussi les techniques non médicamenteuses. Bon, bien sûr, le traitement de la migraine, je ne sais pas si je l'essaierai, personnellement. Mais il y a des traitements locaux par des plantes, par des méthodes, peut-être par hypnose, qui sont efficaces, extrêmement efficaces. Donc il ne faut pas du tout les mettre de côté. Comprendre les interdictions officielles, parce qu'il faut respecter l'État, le ministère de la Santé. Prendre en compte la culture, on l'a vu tout à l'heure, c'est extrêmement important. L'accouchement, vous avez vu, quand on a passé la médicalisation de l'accouchement, eh bien c'était un échec. Les religions, l'histoire de ces pays, et les conflits aussi. Avant d'envisager un programme, il faut rencontrer et convaincre les politiques de l'intérêt d'un changement, de nouvelles politiques. Enfin, on établit un programme, et ensuite il faut le mettre en œuvre, donc il faut former pour la mise en œuvre. Lorsqu'on a fait une action humanitaire ponctuelle, sincèrement, le plus souvent, ce n'est pas tellement efficace. Ça signifie qu'il faut rester sur place, venir, revenir. Il faut aussi évaluer ce qu'on fait, parce que parfois on pense mettre en place une solution qui est de qualité, puis on s'aperçoit qu'elle n'est pas tellement adaptée, soit parce qu'elle n'est pas appliquée, soit parce qu'elle n'est pas adaptée aux conditions, au pays, aux personnes, au dispositif général. Et à chaque fois qu'on fait une action humanitaire, il faut envisager la pérennité. Et eux, ils ont mis en place des diplômes d'université qui permettent de former les personnes les plus gradées, qui ont plus de culture scientifique, pour après décliner vers l'ensemble de la population. Donc DSF, donc Douleurs sans frontières, est intervenu dans beaucoup de pays, et les besoins sont évidemment extrêmement importants, avec des problèmes de formation en Angola, au Cambodge. Et actuellement, ils sont au Kurdistan irakien, ils vont être en Syrie, en Afghanistan, où là, les traumatismes sont des traumatismes qui sont liés non pas au cancer prioritairement, mais plutôt à la guerre. Et là, je vous passe un petit interview du président de l'association. Nous avons eu une action dans les camps de réfugiés de Mossoul et de la région. En Irak, il y a 43 camps de réfugiés. Alors, de réfugiés, ce n'est pas le terme exact parce qu'ils viennent d'un autre pays, les réfugiés. C'est les personnes déplacées. Et les personnes déplacées sur le plan national. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont irakiens, qui sont kurdes, qui sont yézidis, qui sont chabaks, qui sont sortis de Mossoul ou d'autres zones de combat et qui n'ont plus de domicile, qui ont été meurtris, qui ont été fracassés, qui ont été détruits. Il faudra reconstruire Mossoul et les environs et les autres villes qui ont été bombardées, mais il faudra aussi reconstruire les gens.
ces personnes sont fracassées. Les violences faites aux femmes, les enfants soldats que nous avons vus, dont les témoignages se recoupent, avec des témoignages tellement, je dirais, alarmants et d'une émotion intense, où cette femme nous raconte que Daesh est rentré dans sa maison, ils ont mis les hommes et les enfants derrière la maison, ils les ont tués, et ils ont embarqué les femmes. Ils leur ont dit, voilà, vous êtes sales, vous êtes musulmanes, on va vous violer. Elles ont dit, non, nous voulons être musulmanes. Témoignages recoupés. Et au bout de 3 mois, on leur a dit, mais non, vous n'êtes toujours pas musulmanes, vous êtes sales, donc on va vous violer. Et pendant 2 ans et demi, ces femmes ont été des esclaves sexuels. Je dirais que c'est la double peine. Double peine parce qu'elles ont été esclaves, elles ont été vendues sur le marché de Mossoul avec une étiquette et un prix autour du cou, et les enfants aussi d'ailleurs. Et après, elles sont rejetées quand elles sont vivantes de leur communauté, elles ne sont pas admises dans le monde des vivants. Il y a donc un désespoir dans ces camps qui ont une durée de vie de 15 ans qui est extrêmement forte, avec une dépression qui est vraiment très forte de l'ensemble, une absence d'espoir. Et ce que nous voulons faire, c'est pour ces femmes, les faire verbaliser, faire des groupes de parole avec des psychiatres, des psychologues, faire en sorte que, parce qu'elles le demandent, elles disent nous voulons en parler, nous ne voulons pas rester dans le déni et dans le mutisme. Nous avons besoin d'en parler, nous voulons sortir de nos tentes pour en parler. Et les enfants soldats, c'est exactement pareil, avec des violences sexuelles comme toujours chez les enfants soldats, on voit ça malheureusement dans beaucoup de pays dans le monde, et ces enfants qui ne parlent plus leur langue, l'enfant de 8 ans, Ahmed, qui ne parle plus sa langue, qui parle l'arabe, et qui joue à la guerre, qui a appris à tuer. Et ces enfants qui sont intégrés dans les écoles du camp, les autres n'en veulent pas, parce qu'ils ont peur de ces enfants-là. Et ils sont rejetés. Et ils ont tout ce qui est l'atonie psychomotrice, l'agressivité. Ils ne retiennent pas les selles ni les urines. Ils ont des incontinences que l'on connaît bien dans le domaine de cette souffrance mentale. Il faut reconstruire ces gens. Et dans quel état avez-vous trouvé le système de santé irakien ? Il est dépassé. Il y a, le Kurdistan, c'est 6 millions d'habitants. Il y a 1,5 million de personnes déplacées. Les IDP, International Displaced People, qui sont là et qui encombrent, le mot n'est pas choisi, n'est pas le bon, mais qui saturent le système de santé. Dans le camp où nous allons travailler de 50 000 personnes, qui est une ville de moyenne importance en France, il y a un psychologue. Un seul, il n'y a pas de psychiatre. Il y a 2 médecins kurdes, mais qui font de la santé primaire. Il y a un réel besoin de prise en charge de tous ces enfants et ces personnes pour faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des psychopathes dans 20 ans ou de futurs terroristes dans 20 ans. Et quels sont les grands manques, du coup, en matière de santé ? Les grands manques, c'est justement cette prise en charge psychologique, créer des ateliers pour verbaliser. On va créer des ateliers photos, des ateliers dessins, des ateliers bande dessinée, pour qu'il y ait, qui seront parrainés par des grands noms de la bande dessinée et de la photo, qui seront donc ensuite exposés. On veut créer un espoir, on veut créer une dynamique, on veut faire verbaliser ces enfants par des moyens artistiques. Et puis, dans une grande ville de 50 000 habitants en France, je vais être provocateur, il y a des talents. Et bien, dans une ville de 50 000 réfugiés ou personnes déplacées en Irak, il y a des talents. Nous voulons que ces talents se révèlent, puissent s'exprimer, être un exemple, et faire en sorte qu'il y ait une dynamique qui se crée, qu'ils sortent des camps, qu'ils puissent acquérir une formation et vivre le plus normalement possible, ce qu'ils ne feront pas, malheureusement, parce qu'on ne peut pas oublier cette détresse. Il faut du personnel formé et des moyens. Il faut les deux. Qu'en est-il pour les deux, mais personnel formé. Qu'en est-il pour l'Irak ? Ça, les personnels formés avec donc les psychologues, avec les psychiatres français qui iront pour des périodes de 3 à 6 mois pour les psychologues. Par contre, les moyens financiers, ça nous en avons besoin. Et je fais un appel à la générosité et à tous ceux qui nous écoutent pour faire des dons à Douleurs sans frontières ou douleurs.org. Ces dons que vous ferez pour le Kurdistan iront en totalité dans les camps de réfugiés au Kurdistan. Non, vous pouvez donner plutôt à Action Santé Femmes, plutôt que Douleurs sans frontières, ça c'est une petite... Donc vous voyez évidemment que on l'a vu tout à l'heure, dans la douleur, il y a une douleur physique, il y a une douleur psychologique, il y a souvent une douleur sociale en fait. Donc ces 3 composantes, dans tous ces pays, que ce soit des pays émergents ou des situations de crise, de catastrophe, de séisme liés au tremblement de terre, eh bien la prise en considération de ces personnes, de ces femmes, en souffrance doit être triple. Et c'est vrai que c'est important d'agir à travers des associations, quelles qu'elles soient. Donc pour conclure, c'est un droit pour tous. Je pense qu'on est convaincu ici que la douleur, on ne peut pas accepter la douleur, ici et ailleurs. C'est un devoir pour nous tous en agissant peut-être à 4 niveaux. Premier niveau, c'est convaincre les responsables politiques de mettre en place des dispositifs, des systèmes. Et on sait ici comme ailleurs que les personnes les plus précaires, les personnes les plus vulnérables
sont souvent celles qui sont le plus oubliées, et pourtant ce sont celles qui souffrent le plus. Accompagner leur mise en place par des équipes pluridisciplinaires, mettre en place des solutions d'attente, et ça c'est le rôle des associations humanitaires, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des changements politiques, l'objectif c'est d'agir pendant une durée qui est parfois prolongée, et puis après accompagner les équipes, accompagner les ministères pour qu'il y ait un changement. Et dernier point, je dirais presque le plus important, c'est prévenir les facteurs de souffrance. Et les facteurs de souffrance, notamment qui concernent les femmes, il y en a un grand nombre, qui commencent par malheureusement le problème de l'excision, après le problème des violences sexuelles et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on peut supprimer ou diminuer toutes ces violences, eh bien les douleurs qui en sont la conséquence n'apparaîtront pas.